Et on se retrouve dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Très heureuse de vous retrouver pour évoquer l'actualité chargée de la semaine. À commencer par la mort de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, s'est éteint cette semaine à l'âge de 96 ans. Que retenez-vous Michel de ce personnage qui a marqué la vie politique française pendant 40 ans? D'abord par ses dérapages, notamment antisémites, ses condamnations judiciaires, mais aussi par les thèmes qu'il a posés très tôt dans le débat public. Je pense à l'immigration, on verra ce que vous en pensez. Avez-vous été choqué par les manifestations de joie qui se sont déroulées à Paris, mais aussi à Lyon ou Marseille? Des militants de gauche qui ont sabré le champagne dans une indécence qui leur est désormais coutumière. Qu'est-ce que le non-respect des morts dit de notre société? Est-ce une question de civilisation ou plutôt de décivilisation? Je vous pose la question dans un instant. La semaine a été aussi marquée par les commémorations des attentats islamistes contre Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère de Vincennes en 2015, 10 ans après. Qu'avons-nous appris de ces massacres? L'islamisme radical est-il plus présent que jamais dans notre pays? Qui le véhicule et l'encourage? Autre thème de débat pour nous aujourd'hui. Michel. Les agriculteurs ont poussé un nouveau coup de gueule en début de semaine. Les tracteurs de la coordination rurale ont tenté de rejoindre Paris pour manifester leur colère face aux promesses non tenues par le gouvernement. Les forces de l'ordre les en ont empêchés. On entendra le témoignage des paysans qui ne veulent pas mourir dans l'indifférence générale. Emmanuel Macron, dans ses vœux aux ambassadeurs, a réclamé la libération de Boualem Sansal. L'Algérie se déshonore, selon lui, en maintenant en détention l'écrivain franco-algérien dans des conditions dangereuses pour sa santé. On entendra les mots utilisés par le chef de l'État et la réaction du pouvoir algérien qui estime qu'il s'agit d'une immixtion inacceptable dans une affaire intérieure. Enfin, Donald Trump va-t-il envahir le Groenland, annexer le canal de Panama, faire du Canada le 51e État d'Amérique? Les dernières déclarations du président élu, il sera investi le 20 janvier prochain, sèment la panique dans les chancelleries. Qu'en pensez-vous? Faut-il s'en inquiéter, tout comme des tweets de son allié Elon Musk? Vos réponses, c'est tout de suite dans Face à Michel Onfray. C'est parti pour aujourd'hui. Michel, on commence par le décès de Jean-Marie Le Pen. Il était âgé de 96 ans. Le fondateur du Front National s'est éteint à Garches, dans les Hauts-de-Seine, dans un établissement spécialisé où il était hospitalisé depuis de longs jours pour des ennuis de santé. Quels premiers mots vous viennent à l'esprit quand on évoque la mémoire de Jean-Marie Le Pen? Est-ce que c'est l'homme du point de détail, l'homme des dérapages ou le tribun, l'orateur? Quel Le Pen avez-vous en tête? Je dirais le jouet de François Mitterrand. C'était le jouet de François Mitterrand et c'est aujourd'hui encore le jouet de la gauche. C'est-à-dire voilà un homme qui a empêché la politique de se faire depuis des années. Mitterrand est arrivé avec des idées de gauche au pouvoir en 1981. En 1983, mars pour être précis, il renonce aux idées de gauche. Il a vidé les caisses, tout le monde est parti, tous les entrepreneurs sont partis, les fortunes ou les biens sont partis en Suisse ou dans des paradis fiscaux. Et là, Mitterrand est obligé de dire il faut trouver une solution. Donc il sort un diable de sa poche. Alors il dit bon, il y a une parenthèse, c'est la fameuse parenthèse qui fait que Mitterrand devient giscardien. Donc il défend l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, très exactement le projet de Giscard d'Estaing. Et puis il a besoin, parce qu'il devient faible. D'un seul coup, les gens disent mais vous nous décevez. Il devient faible et comme il ne peut pas compter sur sa propre force, il casse la droite en deux. Jean-Marie Le Pen le sollicite en lui disant « J'ai fait un congrès, vous n'avez pas parlé du congrès à la télévision, dans les médias, ça n'est pas très normal. » Et Mitterrand, qui a été cagoulard, compagnon de route, je dirais, de la cagoule pour éviter les ennuis, qui a été pétiniste, qui a été vichiste, qui a été décoré des mains même du maréchal Pétain avec la Francisque, qui a été girodiste ensuite, enfin qui a été dans la détestation du général de Gaulle, point commun avec Jean-Marie Le Pen, dit il n'y a pas de problème, je demande à Filiou, Georges Filiou, qui était son ministre de l'Information à l'époque, qu'il vous invite, heure de vérité, François-Henri de Virieu, tout le monde connaît l'histoire, d'un seul coup il crève l'écran et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. Et là Mitterrand se dit je retrouve des forces puisque la droite est faible, je la casse en deux. Et il est devenu fort de la faiblesse de la droite cassée en deux par Jean-Marie Le Pen, et ça marche jusqu'à aujourd'hui. Et puis à un moment donné où ça grimpe, il est en dessous de 1, Jean-Marie Le Pen à ce moment-là, et puis il finit par faire des scores à deux chiffres. Et puis on ne parle que de lui, 10, 12, 13%, Dreux, etc. Et là ça devient trop important, il se dit, bon, c'est un peu problématique. Il se passe quoi à ce moment-là ?
Il se passe ce qui s'est passé dans un cimetière à Carpentras. À Carpentras, voilà, l'affaire de Carpentras. C'est-à-dire, on découvre des cadavres qui ont été exhumés et on commence à écrire autour de tout ça. On s'en vient dire que M. Germand, par exemple, dont je crois savoir qu'il était sympathisant du Front National, a été empalé par un poteau de parasol ou je ne sais quoi. C'est Fabius qui dit tout ça. Et toute la gauche dit ça, c'est une bonne occasion, il faut arrêter ce type, ça monte trop, c'est trop dangereux. Et là, d'un seul coup, il y avait quelques chaînes de télévision, c'est Nuit et brouillard qu'on montre le soir sur toutes les chaînes, et on nous dit le nazisme, le fascisme, etc., etc., etc. Et donc on nous dit, regardez le grand danger. Et c'est ça depuis cette époque-là. Ça n'a pas cessé, en fait. Ça n'a pas cessé. C'est-à-dire que la gauche n'est pas forte de sa force, elle est forte de la faiblesse de la droite qui est cassée en deux par un Jean-Marie Le Pen qui est instrumentalisé, qui a permis l'élection de Mitterrand, la réélection de Mitterrand, l'élection et la réélection de Jacques Chirac, qui a permis l'élection des autres par la suite et qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu 2 fois et qui a même permis à l'Assemblée nationale d'avoir le score que l'on sait avec le nouveau Front populaire, puisqu'il a fallu faire barrage au fameux Rassemblement national, c'est-à-dire au fascisme, etc. Sa fille a eu beau, il y a 10 ans, faire un aggiornamento comme le PC l'a fait. Le PC, c'est plus le PC du pacte germano-soviétique. Le PS, c'est plus le PS qui nous dit en 74 avec Mitterrand, quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être dit socialiste. Ça n'est pas le gaullisme de Chirac, qui lui a détruit absolument la Constitution, qui a fait de telle sorte que 1992, le traité de Maastricht, tout ça, ce soit une occasion de cracher au visage du général de Gaulle. Tous ces hommes politiques ont changé le logiciel de leur parti, ou le logiciel historique de leur parti, ce que fait Marine Le Pen, mais personne n'y consent. Donc il y a une façon d'instrumentaliser le Rassemblement national pour faire de telle sorte que l'élection présidentielle se joue au premier tour, et d'ailleurs Emmanuel Macron le sait bien, qui a été élu le soir du premier tour, puisqu'il avait fêté ça dans je ne sais plus quel café select de Paris. La Rotonde. La Rotonde, et que entre les 2 tours, alors qu'il savait très bien lui aussi, comme Jacques Chirac, qu'il était élu, il nous a parlé, est allé faire un tour à Oradour-sur-Glane, et est allé faire un tour également au musée de la Shoah. Donc je veux dire que l'instrumentalisation de Le Pen, ça fait quand même le jeu de tous les maastrichtiens depuis plus de 30 ans, depuis 1992. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Sur la question des débats qu'il a posés dans l'espace public, Jean-Marie Le Pen, notamment sur l'immigration, il a été un des premiers à alerter sur ce fait-là, notamment pour vous. Alors le problème de Jean-Marie Le Pen, c'est que quand même, moi j'ai lu ses mémoires il y a quelques temps, on prépare un Front populaire, alors, ça n'avait rien à voir avec son décès bien sûr, on travaille sur 3 mois, donc on prépare un numéro sur l'extrême droite qui est fasciste, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être d'extrême droite, et j'ai lu les 1000 pages de mémoires de Jean-Marie Le Pen, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tous les gens qu'on a entendu parler et qui nous ont dit qu'ils avaient lu les mémoires dans lesquelles on peut lire ceci, on peut lire cela, c'est faux, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas pu être dites. Jean-Marie Le Pen n'a pas été résistant par exemple, il n'avait pas l'âge, et quand il a voulu l'être, ça a duré 2 heures, il le dit lui-même, d'ailleurs avec un peu d'humour, et il dit « Ma mère a volé mon pantalon pour que je ne puisse pas quitter la maison, donc mes velléités de résistance ne sont guère allées plus loin. » Donc il y a chez lui une haine du général de Gaulle, elle est constante. Il y a une célébration de Pétain dans ses mémoires, c'est constant. Les belles mains du maréchal, le maréchal est sympathique, etc. Il y a une célébration de Brasillac, auteur collaborationniste, qui disait « N'oubliez pas les enfants quand vous les déporterez » dans la presse collaborationniste à l'époque. Il y a toute une fascination pour l'extrême droite, c'est-à-dire le maréchal Pétain, l'OAS, et puis un certain nombre d'autres individus. On a fait savoir qu'il souhaitait comme épitaphe Jean-Marie, rien que Jean-Marie, comme disait c'était pas Primo de Rivera, mais je ne sais plus quel inventeur de la phalange fasciste espagnole, il le cite très précisément, il en fait une valeur, il en fait une vertu. Donc le fait qu'il soit, lui, vraiment d'extrême droite, une extrême droite française, une extrême droite, le fascisme vichiste un peu, la célébration permanente de Pétain, qui était tellement formidable, qui était tellement un grand homme, le général de Gaulle, qui était tellement un sale type, etc., que ce personnage, dès qu'il touchait quelque chose, ça devenait problématique. Donc dès qu'il touche la question de l'immigration, de la sécurité, etc., on dit « Vous êtes comme Le Pen, le penisation des esprits, vous êtes un fasciste. » Encore aujourd'hui, des amis de 30 ans se fâchent avec moi quand je dis ce genre de choses. Il aurait fallu, en face d'un Jean-Marie Le Pen, une gauche courageuse. Je ne donne pas de nom. Mais certains qui étaient souverainistes à gauche auraient pu tenir ce discours-là. On voit aujourd'hui un certain Julien Drey qui commence à tenir ce discours-là, mais 30 ans plus tard, peut-être même 40 ans plus tard. Il faudrait toujours, moi je pense à Sarah Wagenknecht par exemple, qui joue ce jeu en Allemagne, et ça m'intéresse, une gauche qui dise l'immigration de masse est un problème, l'immigration non contrôlée. On ne pouvait plus toucher
au mot même, immigration, en disant est-ce qu'on ne pourrait pas penser ces choses-là? Si on pensait à ça, on était raciste, on était xénophobe, on était lepénisé, on était lepéniste soi-même, et alors là, à ce moment-là, c'était un déluge d'insultes. Donc effectivement, il a, je ne vais pas dire qu'il a posé les bonnes questions et apporté les mauvaises réponses, c'était ce que disait un temps Laurent Fabius, qui lui a posé les mauvaises questions et apporté les mauvaises réponses, mais il y avait la possibilité de faire face à cet homme en disant mais le drapeau national n'appartient pas à la droite, il peut aussi appartenir à la gauche, et la Révolution française en a fait la démonstration, les républiques en ont fait la démonstration, une certaine gauche républicaine en fait toujours aujourd'hui la démonstration. Michel Onfray, il y a eu aussi ces manifestations le soir même de sa mort, que ce soit à Paris, place de la République, Marseille ou Lyon, quelques centaines d'individus de l'ultra-gauche, quelques interpellations à la clé aussi, scène de liesse écœurante à mes yeux, où on sabrait le champagne, où on lançait des confettis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je parlais de civilisation, de décivilisation, à quoi on peut se référer dans l'histoire pour ceux qui profanent la mémoire des défunts? Alors dans l'absolu, je ne suis pas étonné, les hommes sont ainsi faits. Vous savez, Pascal écrit dans ses pensées que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Je le dis souvent, je me le dis souvent, ça console. Et que le cœur de l'homme soit creux et plein d'ordures, ça se voit là. On a vu des hommes et des femmes au cœur creux et plein d'ordures. Donc c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire massacrer l'ennemi, celui qu'on a même déjà tué, c'est-à-dire tuer les morts, outrager les morts, c'est vieux comme le monde. L'Iliade et l'Odyssée, Achille, Patrocle, Hector, etc. Enfin, on pourrait aller voir du côté du vandalisme révolutionnaire, ça n'a pas cessé. C'était les tombeaux des rois qui étaient alors on a effectivement vidé les tombeaux des rois, mais je dirais, il s'est passé plein de choses. Enfin, on ne va pas rentrer dans le vandalisme révolutionnaire. Donc je ne suis pas étonné sur la question de la nature humaine. Maintenant, je pense que qui a fait cette jeunesse? Parce que c'est facile, vous savez, Spinoza disait ni rire ni pleurer, mais comprendre. Alors on peut dire c'est bien, c'est pas bien. J'ai entendu des gens dire c'est drôlement bien, d'autres dire c'est inadmissible, d'autres dire je suis absolument indifférent. 90% des Français sont choqués. Oui, mais je le suis, bien sûr. Que quand il y a des démonstrations du fait que le cœur de l'homme soit creux et plein d'ordures, je suis choqué. Je le suis, évidemment. Mais je veux dire que toute cette jeunesse qu'on a vue, là, avec du champagne, avec des jolis vêtements, c'est un peu BCBG, enfin c'est un peu, ou pas forcément, mais oui, c'est plutôt bobo, avec des kéfiers, avec des drapeaux algériens, avec des drapeaux palestiniens. On les a fabriqués, ces jeunes, je vais presque dire des enfants. Je viens de fêter mes 66 ans, mais je veux dire, j'en ai vu un certain nombre qui auraient pu être mes enfants. Ils ont été fabriqués comme ça. C'est le fameux quart d'heure de haine dans 1984 d'Orwell. C'est-à-dire il faut trouver un ennemi, et puis on a trouvé l'ennemi. Moi, j'aimerais que ces quelques-uns là, qui sabraient le champagne, ils puissent se poser là, et qu'on discute. Allez, expliquez-moi, qui était cet homme, ce qu'il a fait, avez-vous lu ses mémoires, de quoi êtes-vous capable de me parler, en dehors de ce que la télévision montrait en boucle, le détail, le machin, etc., toutes ces histoires. Parlons un peu de politique, véritablement. Dites-moi ce qu'est le fascisme pour vous. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, Le Pen d'Hitler, puisque vous dites que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a eu des camps de concentration, des chambres à gaz, des déportations, 6 millions de morts qui sont imputables à Jean-Marie Le Pen? Sinon, peut-être on pourrait penser un peu différemment, etc. C'est-à-dire on a une jeunesse qui ne pense pas, et qui est dans le pathos, et qui est dans la haine. Elle est dans une espèce d'émotion facile, on boit un coup, on dit des sottises, et puis on danse sur le cercueil de quelqu'un. C'est toute une époque, c'est aussi... Je crois, on peut les critiquer, on les critique, je les critique, mais on peut critiquer tous ceux qui ont fait cette jeunesse, tous ceux qui ont 50 ans, 60 ans, qui sont responsables, soit comme parents, pour avoir laissé penser aussi bassement des individus, pour avoir fabriqué des cerveaux comme ça, et quelle éducation nationale avons-nous fabriqué pour qu'on puisse assimiler Jean-Marie Le Pen, pardon, à Adolf Hitler. Bien sûr. Soit les grands-parents. Oui, grands-parents, parents, enfin tous ceux qui, ou même la presse, 68. La presse qui depuis des années nous fait savoir que lui et Hitler c'est pareil. Mais quand Emmanuel Macron s'en va à Radour-sur-Glane pour contrer Marine Le Pen, c'est aussi une façon d'hitlériser. Alors soit Hitler c'était ça, et à ce moment-là, faisons la démonstration que c'était aussi ça chez Jean-Marie Le Pen. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que c'est que cette façon sémantique de détruire le monde? C'est une façon décivilisationnelle d'utiliser les mots. Michel, on continue pourtant à la renvoyer au passé de son père, aux propos de son père, à ce qu'a été le Front National. Il y a une filiation ou pas politique entre les deux? Autant qu'entre le PC qui défend le pacte germano-soviétique pendant 2 années, le PC qui à l'époque est contre la pilule, l'avortement, Madame Jeannette van der Merch, épouse de Torres, s'en vient dire qu'il n'est pas question que les femmes du prolétariat aient les vices de la bourgeoisie, qui était contre l'homosexualité en disant que ça n'existait pas, et le PC n'est plus le même. Tout le monde est d'accord et c'est fort heureux. Et c'est la même chose, je disais tout à l'heure, avec le Parti socialiste ou avec les gaullistes. Elle, on n'accepte pas. Et quand j'en parle à certaines, ils me disent oui mais elle ment.
Je dis, oui, à ce moment-là, si vous faites des procès d'intention, il n'y a aucun problème. Mais je dirais, elle ment, par exemple, en prenant la défense d'Israël, en prenant la défense des Juifs. C'est un mensonge, oui, mais c'est pour mieux détester les Arabes. Je dis, mais déteste où, les Arabes? Est-ce qu'elle a dit qu'elle détestait les Arabes? Elle a dit que les Arabes étaient les bienvenus, les musulmans aussi, s'ils avaient envie d'être français. C'est tout ce qu'elle dit. Maintenant, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis juste, pensons le réel et ne pensons pas des fictions. Donc, il n'y a pas de capacité à penser la réalité. La réalité est que l'époque a changé. Et que lui est d'une époque aussi. C'est aussi quelqu'un qui disparaît avec cet âge, qui fait qu'il a connu, même s'il était jeune, il a connu la guerre. Donc tous ces gens qui, la génération des Giscard, des Mitterrand, c'est la même génération, ils s'en vont. Ils ne sont pas fabriqués de la même manière. Je rappelle qu'on parle toujours du détail, mais en 1974, le journal Le Monde publie un texte de Faurisson se demandant si les chambres à gaz ont existé. C'est-à-dire, c'est l'époque aussi, c'est comme l'époque où on défend la pédophilie. Donc je veux bien, le détail, c'est pas défendable. Mais je rappelle que c'est pas défendable non plus de publier Faurisson dans le journal Le Monde, en posant la question, demandant ça existe pas, on se demande, etc. Hein. Donc évidemment, si on recontextualise, si on refait de l'histoire, c'est pas exactement ce qu'on peut dire aujourd'hui en étant dans une espèce de perspective surplombante en disant « il a dit ». Quand, comment, de quelle manière, dans quelles circonstances, dans quelle occasion. C'est toujours ce qu'il faut faire, contextualiser les propos. Simplement, il y a quelque chose qu'on ne dit jamais, on ne fait jamais de psychologie, on en fait assez peu, on en fait un peu avec Emmanuel Macron, c'est facile, il nous aide. Mais le peu que je sache de Jean-Marie Le Pen, que je n'ai jamais rencontré, je l'ai croisé une fois dans un plateau télévision, il sortait d'un plateau, j'entrais, ou je ne sais plus, une espèce de brute épaisse avec 10 personnes autour de lui, on se dit, on n'a pas forcément envie que ce type soit chef d'État, mais je ne l'ai jamais rencontré physiquement ou personnellement. Simplement, donc j'ai vu des photos de sa maison, des images de sa maison. Ce type était hyper narcissique. Il était hyper narcissique. Il y a des photos de lui partout. Il y a des portraits de lui partout. Il y a des peintures immenses où il est représenté en corsaire avec son bandeau sur l'œil. Moi, on m'envoie des photos de moi, des trucs. J'ai jamais une photo de moi chez moi. Vous n'avez pas le culte de la personnalité pour vous-même, Michel Onfray. Mais non. Donc il y a un narcissisme chez lui, narcissisme et brutalité que sa fille signale, qui fait effectivement qu'un chef d'État narcissique et brutal, on en a. C'est problématique, c'est toujours problématique. Donc oui, effectivement, il a mené de main de maître un parti qui a cessé d'être ce parti. Je rappelle quand même que le Front National n'existe plus, que le Rassemblement National a pris la suite, et qu'elle, sur un certain nombre de sujets, elle a clairement dit ce qu'elle pensait de la guerre. Ça n'a pas été aussi doux que ce que veut bien dire Jean-Marie Le Pen, qui nous dit ils étaient sympathiques, ils étaient courtois, ils étaient polis, ce que d'ailleurs dit Jean-Paul Sartre, lui aussi. Mais on oublie que Le Monde a publié des textes négationnistes, ou du moins disant qu'on pouvait réfléchir à la question, et que Sartre disait effectivement que après tous les nazis, ils descendaient du trottoir pour laisser passer les vieilles dames et qu'ils laissaient les petites filles s'asseoir sur les sièges de métro, etc. Ça a été écrit par Jean-Paul Sartre. Hein. Donc il faut recontextualiser tout ça. Oui, il y a un certain nombre de choses indéfendables, mais qui ne peuvent plus être défendues. Regardez l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, qui voit des juifs partout, qui donne des noms de juifs, qui dit que les médias sont pilotés par les juifs. Enfin, le vieil antisémitisme de Maurras, le vieil antisémitisme de Drummond, un vieil antisémitisme du 19e siècle. C'est plus le même. Qui est antisémite aujourd'hui? Les antisionistes. Ça a changé de bord. Bien sûr. Allez, on fait une petite pause, Michel. On poursuit cette discussion passionnante sur le même thème dans un instant sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, cette semaine est aussi une semaine de commémoration, 10 ans depuis les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge, l'assassinat de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe et de l'hypercachère, où ce sont des citoyens juifs qui ont été tués par des terroristes islamistes. On va écouter Philippe Val, si vous le voulez bien, ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, qui se demande au fond ce que nous avons appris depuis 10 ans. Pas grand-chose, selon lui. L'islamisme radical est toujours très présent et surtout possède des puissants relais dans le monde intellectuel et médiatique. On écoute Philippe Val. J'ai décidé de parler parce que, en 10 ans, je constate que, il y a toute une partie de l'opinion, élitiste un peu, vous voyez, une partie d'une certaine presse qui est détentrice des bonnes manières et du bon goût et du savoir-vivre journalistique. Le Monde, par exemple, et ce qui est influencé par Le Monde, certaines rédactions services publics, on continue dans leur déni. Non seulement dans leur déni, mais depuis le 7 octobre, font preuve d'une espèce de bienveillance vis-à-vis de mouvements terroristes comme le Hamas et ont enterré le 7 octobre pour immédiatement, dans les heures qu'on suivi, basculer dans une défense
d'un mouvement de résistance qui n'ont pas réussi à nommer mouvement terroriste, ce qui est hallucinant. On a vu que ça faisait naître un antisémitisme incroyable. On a vu là que Boualem Sansal s'est fait arrêter, qu'il est en prison en Algérie et qu'il y a toute une partie de cette gauche qui n'a rien dit ou qui ont fait des débats pour non pas... Il faut sortir Boualem Sansal de prison, mais pour ou contre Boualem Sansal, il n'y a pas de débat il n'y a pas eu de débat à l'époque pour ou contre Salman Rushdie. Voilà pour Philippe Val. Michel Onfray, vous partagez son constat? Oui, bien sûr. Je suis étonné, moi, que tous ces gens qui descendent dans la rue aujourd'hui pour célébrer les 10 ans sont des gens qui n'ont rien fait et qui avaient dit à l'époque plus jamais ça. D'abord, ils n'ont rien fait, mais ensuite, ils ont tout fait pour que ça continue. On n'a rien vu qui permettrait de dire « Ah oui, il y a eu tel type de loi, tel type d'action, tel type de comportement qui permettent de dire « Oui, celui-ci, celui-là, ce chef d'État, ce ministre de l'Intérieur, ces gens-là ont vraiment fait ce qu'il fallait pour expulser, pour parler autrement à l'Algérie. » Moi, je voudrais qu'on parle de Boualem Sansal. Et on va en parler tout à l'heure. Il a parlé d'un certain nombre de choses, je ne voudrais pas reprendre chacun des thèmes qu'il a pu aborder, mais Boualem Sansal, c'est l'actualité. Pour le coup, quand on entend l'Algérie nous dire que c'est une affaire intérieure, que c'est un citoyen, mais il est franco-algérien. Il est franco-algérien. Le président Macron lui a donné la nationalité française. C'est donc un citoyen français. Je rappelle que les 2 otages franco-israéliens, on n'en parle pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de légèreté du chef de l'État à traiter les problèmes en disant mais que faisons-nous de nos 2 franco-israéliens, de nos 2 citoyens qui sont pris en otage aujourd'hui? On devrait dire un certain nombre de choses qui ne sont pas ce que dit le chef de l'État quand on sait qu'on a 2 otages. Et on a des citoyens français prisonniers en Iran aussi. Mais partout, il y a plein d'endroits. En Iran, vous avez raison. Et on pense à... là, on a un citoyen franco-algérien qui est en prison. Et on fait quoi? On s'en vient insulter l'Algérie. Alors, un, il fait rien, 2, il s'en vient insulter l'Algérie. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire en disant voilà comment on va se comporter. On va écouter Emmanuel Macron dans un instant sur Boualem Sansal, oui. Michel. Mais juste sur ce qui s'est passé en disant sur l'islamisme radical. Il y a des puissants relais aujourd'hui dans le monde intellectuel à cette mouvance-là pour vous? Oui, bien sûr. Oui. Je vais faire paraître un livre qui s'appelle L'autre collaboration qui est un livre terrible pour moi. Je ne savais pas combien j'aurais raison en allant chercher la défense de la défense de l'antisémitisme. L'antisémitisme des philosophes français au XXe siècle. Mais vous avez les Sartre, alors ça commence avec Alain, mais vous avez Sartre, vous avez Beauvoir, vous avez Foucault, vous avez Deleuze, vous avez Nancy, vous avez Lacoue-Labarthe, vous avez Badiou qui est encore vivant, vous avez Garaudy. On y est toujours. Bien sûr qu'il y a une intelligentsia qui est aujourd'hui coupable et responsable d'antisémitisme. Alors aujourd'hui, elle est antisioniste. Quand Alain Badiou, toujours vivant, nous dit que le problème d'Israël, c'est la Shoah et qu'il ferait bien d'oublier la Shoah. C'est une citation. D'oublier la Shoah. C'est Alain Badiou qui nous le dit actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et les autres, je le dis parce qu'il est vivant, après on va dire que j'attaque les morts. Il y en a un qui est vivant, voilà ce qu'il dit. Donc oui, il y a une espèce de complaisance aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'intellectuels. Alors, on ne va pas donner des noms, parce qu'il y a aussi des noms qui, en face, ne font pas la même chose. Bernard-Henri Lévy, Pascal Bruckner, André Comte-Sponville, Luc Ferry, enfin, il y a une jeune génération, l'autre génération de philosophes, je dirais. L'autre école. Comment ? L'autre école. L'autre école. Et puis, vous avez aussi une gauche radicale en philosophie, je parlais de Badiou, mais il y en a un certain nombre d'autres qui sont sur ce sujet-là. Oui, mais il y a eu aussi France Inter. Je rappelle que Philippe Val a été patron de France Inter, un endroit où je suis interdit de parole, y compris à l'époque où il le dirigeait. Donc, il y a eu aussi, chez un certain nombre de gens, une capacité à lepéniser tous les gens qui étaient des lanceurs d'alerte à l'époque et qui disaient, moi, avec mon traité d'athéologie, par exemple, ou quand j'ai fait mon livre sur Freud et qu'on a dit « Ah, il est contre Freud qui est juif, c'est bien la preuve qu'il est antisémite ». Tous ces gens, y compris Philippe Val, ont joué avec l'antisémitisme. On traitait d'antisémites quiconque n'était pas comme eux, ne pensait pas comme eux, m'interdisait les antennes, faisait des émissions entièrement consacrées à moi sur France Inter sans m'inviter et en m'attaquant pendant 1 heure et en me salissant. Donc je veux bien, il y a des gens qui découvrent que la Terre est ronde, c'est bien, c'est formidable, mais le fait qu'il y ait une haine des Juifs ou même un usage des Juifs, je vous rappelais tout à l'heure Oradour-sur-Glane, le musée de la Shoah, ou le fait de traiter d'antisémite quiconque ne pense pas comme soi. On n'a pas beaucoup entendu non plus la communauté juive dire à une époque, s'il vous plaît, respectez-nous. Moi, je dis beaucoup à mes amis juifs, ne laissez pas faire. Heureusement qu'on a M. Klarsfeld et puis Arnaud Klarsfeld, son père, et lui, qui sont capables aujourd'hui de dire clairement les choses. L'antisémitisme, oui, il est rampant chez un certain nombre d'intellectuels, pas forcément tous ceux auxquels on pense, un certain nombre de gens qui ont travaillé dans les médias du service public depuis des années aussi. Michel Onfray, parlons de Boualem Sansal, parce que c'est évidemment quelque chose qui vous tient à cœur. Le président Macron, je le disais, a officiellement demandé, lors de ses vœux aux ambassadeurs de France, la libération de Boualem Sansal. On va écouter les mots qu'il a choisis.
J'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Michel Onfray, vous dites merci à Emmanuel Macron de demander la libération de Boualem Sansal. Oui, évidemment, je dirais toujours merci à quiconque demandera la libération de Boualem. Mais je veux dire qu'on ne s'y prend pas comme ça. C'est-à-dire vraiment cette façon de... Pourquoi ? On n'insulte pas l'Algérie, on discute avec l'Algérie. Et si on discute et que ça ne débouche pas, on fait un certain nombre de choses avec l'Algérie. Quand est-ce qu'on aura un président de la République qui déclarera de la fin de la guerre d'Algérie ? Moi, j'aimerais qu'un chef de l'État nous dise « la guerre d'Algérie est terminée ». Elle est terminée pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on laisse Benjamin Stora devant son écran et qu'on en finisse avec ces intellectuels qui veulent absolument toujours continuer à faire de telle sorte que la guerre d'Algérie ait lieu. Moi, quand j'ai écrit mon livre sur Camus, je suis allé en Algérie, j'ai regardé la télévision, mais je me suis dit « la guerre d'Algérie n'est pas finie ». Mais vraiment, elle n'est pas finie. Donc, à un moment donné, il va falloir dire bon, « on va faire de l'histoire ». Et maintenant, on va arrêter l'hystérie. On va faire de l'histoire en expliquant ce qu'a fait le FLN, les massacres du FLN. On va parler de la torture des soldats français. Oui, parlons de tout ça. Mais de grâce, arrêtons de faire une espèce de mythologie. Le peuple algérien est un grand peuple, c'est vrai. Les chefs et les responsables, il y a une mafia qui, effectivement, ne gouverne pas avec le peuple. C'est le cas de la France aussi. Je veux dire qu'il y a un moment donné où il faut savoir qu'on est dans un peuple arabo-musulman, avec un peuple arabo-musulman. Ils ont d'autres valeurs, d'autres vertus que les nôtres, y compris le sens de l'honneur, le sens de la parole donnée, la virilité, ce qui ne va pas sans une certaine misogynie, homophobie, etc. Mais il faut savoir qu'on ne s'adresse pas à un peuple de tradition arabe, y compris arabo-musulman, de cette manière-là. On ne les méprise pas en public. On négocie, puis après on dit on a négocié, ça n'a pas fonctionné. En parlant d'honneur ou de déshonneur? Non, je veux dire, ah oui, par exemple, l'Algérie se déshonore. Vous ne pouvez pas cracher au visage de quelqu'un en disant ce serait bien qu'on puisse négocier. Ça ne va pas le faire avec les Algériens, ça se comprend. On négocie avec des diplomates, mais comme de toute façon Emmanuel Macron méprise les diplomates, il a détruit la diplomatie française, on n'a plus aucun diplomate, on n'a plus un seul personnage qui soit susceptible d'être entendu. Vous allez envoyer qui? François Hollande? Ou quelqu'un qui soit digne, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas donner de nom, mais ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Et puis après, quand le dialogue n'a pas suffi, on dit alors maintenant, toute la juridiction d'exception qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de droits et qu'on vous les accorde, on ne vous les accorde plus. Donc ça va être terminé. Les rapports, la possibilité d'acheter des biens avec de l'argent détourné, la possibilité de faire éduquer vos enfants dans les universités françaises, de vous faire soigner, de faire de telle sorte que les maladies soient prises en charge, qu'il y ait un certain nombre d'argent qui soit donné aux distributeurs. Non, on arrête. Vous nous détestez, bon d'accord, on vous demande de libérer notre citoyen commun, il est français et il est algérien, Boualem Sansal, libérez-le s'il vous plaît, et puis même chose avec le Hamas et les deux otages franco-israéliens. Et puis quand on a parlé un dialogue constructif, comme on dit dans le langage de la diplomatie, c'est-à-dire un peu sévère, un peu tendu, mais discrètement, surtout pas devant les caméras, avec des gens qui s'occupent des services secrets, avec des gens dont c'est le métier de négocier. Quand on a fait ça et que ça ne débouche pas, alors le chef de l'État tranche en disant « Désormais, la guerre d'Algérie est terminée, et voilà d'ailleurs comment on va faire, chacun chez soi », c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, les fameuses lois de 1968, je crois. Michel Onfray, Alger a répondu aux propos d'Emmanuel Macron en parlant d'une immixtion inacceptable dans une affaire interne algérienne. Mais c'est pas interne, c'est un citoyen français. Exactement. Il y a aussi tous ces influenceurs algériens que l'on voit à l'œuvre en France. Un certain nombre d'entre eux ont été arrêtés. On va juste écouter brièvement Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui dit que c'est une ingérence manifeste de l'État algérien dans les affaires françaises. Écoutez-le. Je ne crois pas qu'il y ait de plan organisé à Alger, mais le fait est que les Algériens ont des relais en France. Et quand j'entends le ministre des Affaires étrangères français dire qu'il a des doutes vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis des bonnes intentions de l'Algérie, je crois que l'heure n'est plus au doute, l'heure est à la certitude. La certitude, donc, qu'il y ait des ingérences. Michel Onfray. Alors moi, je n'ai pas les informations qui permettraient de savoir que tout ça est piloté par le gouvernement, le régime algérien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est, je reviens à cette expérience que j'ai pu avoir en regardant la télévision sur place quand j'étais à Alger. C'est comme ces jeunes qui étaient sur la place de la République, je crois, pour cracher sur la mémoire de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'on fabrique des enfants incultes
et l'espèce de propagande en disant tout est de la faute des Français. Si ça marche pas bien en Algérie, c'est de la faute des Français. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils sont richissimes, et en même temps, cette manne, elle ne va pas au peuple, elle va à la mafia. Disons-le, faisons de telle sorte qu'on puisse penser au peuple algérien, en disant mais le peuple souffre aujourd'hui en Algérie. Donc il faut avoir ce souci-là, et puis voilà. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On va parler des agriculteurs, parce qu'évidemment, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez écrit un livre avec Véronique Le Floch qui s'appelle « Entendez-vous dans nos campagnes ?» des entretiens aux éditions du Plénitre. Ils étaient, en début de semaine, certains de ces tracteurs sur la route de Paris. Ils ont tenté de venir manifester dans la capitale. Les forces de l'ordre les en ont empêchés. On va juste écouter Christian Convert de la coordination rurale sur les motivations, la colère des agriculteurs. J'ai juste eu le temps d'arriver sur Paris, oui. Une petite rencontre avec les journalistes, et effectivement, il y en a une quarantaine qui me sont tombés dessus, ces policiers, embarqués, commissariat. J'ai eu 1 heure de garde à vue. Normalement, on me promettait la nuit. Alors, je pense qu'il y a eu des interventions quand même qui m'ont permis de sortir. On demandait à ce que la seule chose que le Premier ministre peut prendre, c'est de dire qu'on soit au niveau européen les mêmes règles pour tous, et que les contrôles y soient plus sur les produits importés que sur les agriculteurs. 90% des produits qui rentrent et qui sont consommés, qui ne correspondent pas à nos règles, ne sont pas contrôlés. Et ça ne marche pas. Donc, on demande ça, donc ça veut dire que c'est les mesures qu'ils peuvent prendre, et ils n'ont pas daigné les prendre. Je crois que pour une rentrée en la matière agricole pour un nouveau gouvernement, je ne pense pas qu'ils ont marqué des points. Voilà pour Christian Convert de la coordination rurale. Michel Onfray, on sait qu'il y a leur revendication, il y a aussi des élections dans le syndical, professionnel. Ils ne sont pas entendus, les agriculteurs. Ah non. Et puis ils ont matraqué. Vous avez vu ce que dit Christian. C'est-à-dire vraiment, Christian Convert, c'est vraiment incroyable. Alors, Monsieur Retailleau, il est zélé, là. J'espère qu'il sera zélé partout, tout le temps, et avec tout type de manifestants. Mais il y a un moment donné où la manifestation, ça fait aussi partie de l'expression populaire. C'est-à-dire quand les gens votent et qu'on leur dit on met votre vote à la poubelle, quand on leur dit vous avez peut-être une majorité à l'Assemblée nationale, mais vous ne l'aurez pas et vous aurez la majorité inverse. C'est-à-dire quand on méprise le peuple en permanence, quand on fait de la politique politicienne, peut-être on pourrait écouter le peuple, véritablement. Mais non, dans la grande logique d'Emmanuel Macron qui demande des cahiers de doléances, des espèces d'états généraux, il dit donnez-moi tout ça, je vais mettre tout ça à la poubelle. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Vous avez envie de dire des choses, non, vous restez chez vous et vous rentrez. C'est honteux cette façon de ne pas dire on va voir avec vous comment on peut faire. Et je pense qu'un ministre de l'Intérieur comme Retailleau a les moyens de faire savoir qu'on peut organiser une présence. Et c'est des gens de bon sens, les paysans. Pas des gens qui veulent mettre le feu à tout, qui veulent incendier l'Arc de Triomphe. Et de dire qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que de vous dire on va vous tabasser, on va vous envoyer dans un commissariat, vous allez peut-être même passer la nuit en prison, de dire on va chercher un endroit dans lequel vous allez pouvoir exister, rencontrer des gens, parler, simplement donnant. On vous donne un lieu, vous pouvez exister, vous pouvez vous exprimer, vous nous donnez la certitude que vous n'allez pas bloquer Paris et bloquer la France. Ça se fait, ça s'appelle de la politique. Michel Onfray, vous vouliez aussi parler de Mayotte. Les politiques défilent à Mayotte. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, s'y rend ce week-end. Vous avez été surpris, ou même choqué, peut-être d'entendre certaines paroles d'hommes de gauche comme Daniel Cohn-Bendit qui parlait de grand remplacement de la population mahoraise en raison de l'immigration, Michel Onfray ? Non, je ne le suis pas parce qu'il y a un racisme anti-blanc chez ces gens, c'est une haine de l'Occident qui fait que ce qui est interdit en France, qui est même criminalisé, donc Le Pen, le fascisme, le nazisme, l'extrême droite, etc. Vous dites, mais on a des traditions, on a une identité, on aimerait bien les garder. Ah, quel fasciste! Et puis on a Christiane Taubira qui dit que quand c'est la Guyane, alors là, au contraire, on a le droit. Et il faut respecter les traditions, il faut respecter les racines, il faut respecter les anciens, il faut respecter la façon de penser le monde. Et le peuple éventuellement, mais le peuple n'intéresse pas beaucoup ces gens-là. Et on voit bien comment, que ce soit Christiane Taubira ou la France Insoumise, ou Daniel Cohn-Bendit, on se dit, si effectivement, ce n'est pas les Blancs qu'on déteste, ces gens sont blancs quand même, je le rappelle, pour Cohn-Bendit, mais cette espèce de fascination pour la créolisation, pour le créolisé, pour le métis, pour le métissage, mais en même temps, il y a une espèce de pureté du bon sauvage. Et là, en Nouvelle-Calédonie, il faudrait que les Kanaks puissent garder leur tradition, je suis pour.
Je suis pour. Moi, je ne suis pas jacobin, je suis girondin. Donc, je suis pour. Mais ceci dit, que tout le monde ait les mêmes droits. Qu'on ait la possibilité, quand on est guyanais ou quand on est kanak, ou caldoche, kanak, pardon, d'avoir... mais même... mais là, on parle de la Nouvelle-Calédonie, pas de Mayotte, on est d'accord. Oui. Non, mais c'est exactement la même chose sur la question sur la question des traditions, sur la question de l'enracinement, et puis sur la question, on en avait parlé, je crois, la dernière fois, sur cette idée que Mayotte, les Comores, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien dire aujourd'hui. Et là aussi, il faudrait refaire de la politique. On ne se contentera pas de dire il faut laisser rentrer tout le monde, ou il faut interdire tout le monde, ou voir des gens de cette gauche-là nous tenir des discours que je dirais lepénistes pour l'occasion. Je dis simplement qu'il y en a assez de tous ces gens qui, en tenant le discours des colonialistes, permettent à un certain nombre de gens de tout faire, pourvu qu'ils soient créolisés, disons-le comme ça. J'utilise le vocabulaire de glissant utilisé par Mélenchon. Et puis les autres qui n'auraient le droit de rien dire ou de rien faire parce qu'ils seraient blancs. Michel Onfray, j'aimerais qu'on garde quelques minutes pour parler de Donald Trump qui fait frémir les chancelleries en parlant d'annexer le Groenland, de le racheter, d'annexer le canal de Panama, de faire du Canada le 51e État d'Amérique. On va juste l'écouter sur le Groenland, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez, et puis aussi d'Elon Musk, son allié. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. C'est ce qu'on me dit depuis longtemps, bien avant que je ne me présente aux élections. Je veux dire que les gens en parlent depuis longtemps. Il y a environ 45 000 personnes au Groenland. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer parce que nous en avons besoin pour la sécurité nationale. Voilà pour Donald Trump. Ce sont des provocations ou pas du tout pour vous, Michel Onfray? On ne sait pas comment fonctionne ce type. Non. Je pense qu'on a reparlé du retour des nations. Moi, je crois qu'on se trompe. Ce sont les retours des empires qu'il faut signaler. D'abord, l'empire maastrichtien. Ce qui se passe en Ukraine, c'est une logique impérialiste. Ce qui se passe avec Poutine, c'est une logique impérialiste. Ce qui se passe avec la Chine et Taïwan, c'est une logique impérialiste. Ce qui se passe avec la Turquie et la Syrie, c'est une logique impérialiste. C'est-à-dire, on a un État, une nation, et moi je défends la nation et le nationalisme, et puis la nation impériale, la nation impérialiste, c'est une nation qui veut étendre son espace vital, et je ne défends pas l'impérialisme, ni celui de Napoléon, ni les autres, ni celui de Staline, de Lénine et des autres, ni celui de ceux dont je viens de parler aujourd'hui. Donc lui, il prend acte dès à présent en disant, dans cette guerre impérialiste, où tout le monde veut étendre ses empires, ou son empire et ses empires, eh bien moi je propose ça. Panama, Groenland, Canada. Canada, pourquoi pas. Et il dit, ben voilà, il le dit, dans la suite, il le dit à un moment donné dans cet extrait, les États-Unis en ont besoin. C'est-à-dire, il veut refaire un empire en disant, puisque chacun veut faire son empire, on ne peut pas rester tout seul. Si effectivement on le constitue comme ceci, voilà. Ceci dit, ça produit ses effets, parce que j'ai entendu que le Groenland aurait fait savoir qu'on peut se voir pour discuter de l'Arctique. Ils sont ouverts pour de la discussion. Alors, Justin Trudeau, qui s'en va d'ailleurs, dit, mais enfin, pas question, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. On verra qui va remplacer Trudeau. Mais peut-être qu'il y a des contrats possibles, des agencements possibles ou pensables, un genre de Commonwealth, j'en sais rien. Toujours est-il que lui, il fait de la politique. Il fait de la politique internationale. Nous, on n'en fait plus. C'est la politique internationale qui nous fait, et nous ne faisons plus de politique internationale. Elon Musk en fait, il est très interventionniste dans ses tweets, en tout cas, ce ne sont que des tweets, par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport à l'Allemagne aussi. C'est de la politique aussi? Oui, mais tout le monde s'étonne, mais en même temps, Bezos et les autres, enfin, vous croyez que les gens des GAFAM, ils ne font pas de la politique? Moi, je vois bien ma notice, je la vois pas parce que je ne regarde pas, mais ma notice Wikipédia, c'est effectivement wokiste, c'est faire de la politique, que de prétendre à une espèce d'encyclopédie participative, pas du tout, c'est du bourrage de mou perpétuel, Wikipédia. Et donc, tous ces gens-là font de la politique. Et simplement, il y en a un qui dit, moi j'en fais clairement. Voilà, moi je m'appelle Musk et je dis, Olaf Scholz, voilà ce que j'en pense. Je dis sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, que cette façon de couvrir l'espèce de grand réseau pédophile pakistanais, là, eh bien c'est pas normal. Et là on dit, mais de quoi vous vous occupez? Mais de quoi on s'occupe, nous, quand on donne notre avis en disant qu'il faudrait mieux que Biden repasse ou Kamala Harris par la suite, plutôt que Donald Trump. Tout le monde fait ça. Donc on arrête de chercher des histoires de paille et de poutre, quoi, en disant, il fait des choses pas bien, alors que nous on le fait. Exactement de la même manière que quand on découvre que des États nous espionnent. Ben, j'espère qu'on espionne aussi des États, c'est ça s'appelle faire de la politique. Mais ça veut dire que c'est le retour des empires, donc en fait. Moi je le crains, je le crois, je pense effectivement que c'est ce qu'on voit. Là on va voir ce qui va se passer, Trump arrivant au pouvoir, et il va y avoir des règlements de conflit. Je pense que l'Ukraine, quand il veut dire à Zelensky, on ne te donne plus d'armes, là il va falloir négocier, comme Poutine a beaucoup avancé ces dernières semaines en disant on va négocier sur ce que j'ai déjà obtenu.
Ça peut se régler ici, ça peut se régler peut-être aussi, j'aimerais bien, avec le Hamas et Israël, que la paix arrive. Et le retour des otages. Là-bas, bien sûr, le retour des otages. Et puis, on va voir comment la Chine va se comporter avec Taïwan, parce qu'elle n'attend que ça, la Chine, pouvoir envahir Taïwan en disant, bon, parce que si on envahit Taïwan et qu'on dit ça n'est que Taïwan, Taïwan va tomber, ça c'est évident, hélas. Mais qui est derrière Taïwan? Si effectivement on dit derrière Taïwan, il y aura les États-Unis, c'est pas exactement la même chose. Vous savez que si vous attaquez Taïwan, vous attaquez aussi les États-Unis, et que les Chinois vont réfléchir à deux fois. Donc oui, il se place non pas sur un terrain nationaliste, il a déjà dit, protectionnisme, etc. On connaît l'histoire, y compris protectionnisme économique pour les gens les plus simples, les plus modestes, les plus pauvres, ce qui est une bonne chose. Et puis après, il dit sur le terrain international, si vous voulez jouer à l'impérialisme, on va le jouer aussi. Et il abat ses cartes, il n'est pas encore... il n'est pas investi encore. Pas encore investi. Ce sera le 20 janvier. Il a déjà dit qu'il avait dans son jeu quelques cartes intéressantes. Merci beaucoup Michel Onfray. C'est passé à la vitesse de la lumière. Cette heure en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup. C'est moi. On se retrouve la semaine prochaine.